quand on est jeune, on doit tout déjà se mettre dans la tête que pour bénéficier des fruits du futur, il faut travailler très dur dans le présent. Et parfois, on se projette trop. Nous sommes trop dans le futur. Ah, quand j'aurai 25 ans, je serai millionnaire. Et on oublie de travailler pour ces millions. Et ça c'est un réel problème. Et je pense que c'est aussi, il y a un aspect culturel. Nous avons des valeurs qui sont extraordinaires, mais je pense qu'il faudrait, je sais pas, créer une campagne de déconstruction de certains beliefs. Parce qu'il y a de ces choses qui nous empêchent d'avancer. La manière dont nous sommes éduqués, parfois, si on n'a pas la chance, on n'a pas des personnes qui nous disent que you gotta go get it, not wait for it. Et... Salam, bonsoir et ziar à tous et à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ici your boy Serine Maud Sall aka Habib Sall. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme vous savez, je suis très reconnaissant envers chacun et chacune d'entre vous qui nous suivent toutes les semaines pour apprendre, pour tirer des leçons et surtout aussi se familiariser avec des outils et des principes qui peuvent nous aider tous à changer notre vie et surtout à atteindre notre plein potentiel. Et c'est exactement ça la mission du Cercle d'Influence Podcast. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode, un nouveau jour. Nous avons l'immense honneur de recevoir sur le Cercle un invité d'honneur, quelqu'un qui est non seulement un professeur en anglais qui a créé un bêta qui est Best English Training Academy, mais en même temps à une plateforme digitale qui s'appelle Weto, qui a pour but de sensibiliser sur la santé mentale, le bien-être social, psychologique et émotionnel. Donc aidez-moi à accueillir sur le cercle mon cher ami Mohamedoun Dam Ndiéguène. J'espère que je viens de dire le nom. Très bien. Super. Enchanté. Enchanté, mon cher. En tout cas, bienvenue au cercle. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Non, le plaisir est pour moi. Vraiment, je suis vraiment reconnaissant. Tout le plaisir est pour moi. Vraiment, je suis très content et honoré de vous rejoindre dans ce très beau cercle. On est ensemble. En tout cas, je sens que la soirée va être belle. Ça le sera, Inch'Allah, sans doute. Maintenant, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de qui est Mohamedoun? Quelle est votre mission dans la vie? Alors, déjà, bonsoir toutes les personnes qui nous suivent au Sénégal et partout dans le monde. Je suis Mohamedoun Dam Ndiéguène, un jeune Africain du Sénégal qui croit que le développement de notre continent passera forcément par une jeunesse consciente, compétente, instruite et éveillée. Je suis convaincu que ma mission dans la vie est d'inspirer, d'impacter, de permettre aux jeunes de découvrir leur plein potentiel, leur permettant de participer dans l'effort de développement durable et inclusif de notre pays, de notre continent. Ah, super. Une belle définition, une belle mission de vie. Ouais. Maintenant, pourquoi Weto? Et depuis quand Weto est entré dans l'équation de votre vie? Alors, pourquoi Weto? Je ne pourrais pas répondre à cette question sans raconter l'histoire derrière. Où est-ce que Weto a commencé? Comment est-ce que ça a été créé? C'est parti d'une expérience que j'ai vécue, que j'ai partagée avec une amie avec qui j'étais à l'université. Après la soutenance de notre projet de fin de cycle de licence, j'ai vécu une période de dépression. Beaucoup de personnes vont l'apprendre aujourd'hui. C'était une dépression pas très grave pour dire. Je dirais plus en burn-out. Ça a duré 3 mois, donc c'était compliqué pour une personne très motivée, une personne qui adore faire des choses très dynamiques. Vous savez, j'ai beaucoup d'énergie, j'aime bien avoir des initiatives, mais en ces périodes-là, en sus de la Covid, je ne me sentais pas bien mentalement. Ah, c'était durant le Covid? Durant le Covid, okay. Donc c'est en ces période-là. Je pense que beaucoup de personnes pourront s'identifier à ça aussi. En effet. Du coup, c'était un moment très compliqué. Et à ces mêmes périodes, une amie et moi, on discutait sur comment trouver une manière d'être là pour les gens, pour les soutenir, pour les motiver, pour les sensibiliser.
Et il nous était venu à l'esprit l'idée de mettre en place une marque déjà. Ah, ok. Ouais, donc on voulait mettre en place une marque de t-shirts sur lesquels nous allons mettre des messages de motivation. Ouais. Comme ça, à chaque fois qu'on croise une personne, celle-ci pourra lire ce qui est écrit sur notre t-shirt et peut-être par miracle, ça pourrait l'aider ou la motiver. Donc c'est ce qu'on se disait. Et après, nous avons poussé la réflexion. Et c'est là que nous nous sommes dit qu'on devrait peut-être se concentrer sur la santé mentale, qui est un sujet pas assez développé au Sénégal. Les gens ne prennent pas ce sujet au sérieux. Et la dépression est une maladie que les Sénégalais ne prennent pas en compte. On n'en parle pas. Du coup, on s'est dit, OK, tiens, on va mettre en place une marque déjà qu'on va appeler Weto, qui veut dire tu n'es pas seul. Du coup, les personnes qui vivent ces périodes compliquées pourront s'identifier à notre marque. Et au-delà de cette marque-là, nous créons une plateforme qui permettrait à toutes les personnes qui pensent être seules dans leur douleur, parce que moi, je l'avais vécu, les gens autour de moi ne comprenaient pas. Les gens qui pensent être seuls dans leur douleur, pour qu'ils puissent savoir qu'il y a toute une communauté derrière qui les soutienne à travers des workshops, des fellowships, des open spaces, so on and so forth. C'est très important. Yeah. En fait, j'aimerais, avant d'entrer dans les différentes causes, les conséquences et les différentes formes de manifestation, est-ce qu'on peut revenir sur la définition même de la santé mentale et comment celle-ci est différente de la maladie mentale? Je pense que c'est deux choses différentes. Très bien. C'est très important de faire la différence et d'aborder aussi comment les deux manifestent dans la vraie vie, quoi. En effet, ça c'est une excellente question. Vous savez qu'il y a énormément de définitions sur les questions de la santé mentale. D'après mes recherches, mon expérience et mon constat personnel, la santé mentale est un état de mal-être mental. Okay. On ne se sent pas bien, on ne se comprend pas. Et les gens autour de nous ne nous comprennent pas, ne voient pas les choses de la manière dont nous les voyons, ne ressentent pas notre besoin d'être écouté, notre besoin d'être soutenu. Et c'est sa différence de la maladie mentale. Là, c'est un autre niveau. C'est quand on perd en quelque sorte notre sang-froid, notre conscience. C'est quand on agit d'une manière différente de la norme. Voilà. On peut même voir une personne qui se tient bien, qui se porte bien, et se dire que celle-ci a des maladies mentaux, a des maladies mentales, tout simplement du moins, parce qu'ils agissent d'une manière différente de la norme. Donc, ils sont dans leur monde et les autres ne les comprennent pas. Donc, ça, c'est ma compréhension de la maladie mentale. Ouais. Voilà. La santé mentale, je pense que aussi c'est lié à la santé globale. Je pense que le fait d'être stressé, déprimé peut conduire à des maladies cardiovasculaires, diabète, ainsi de suite. Et vice-versa aussi. Le fait d'être diabétique, d'avoir certaines maladies peut conduire à une dépression, à une anxiété, le sentiment d'être vide. Maintenant, ce sentiment-là, qu'est-ce qui le déclenche? Est-ce que ça se cumule avec le temps? Ou bien est-ce que c'est des facteurs externes? Ou bien est-ce que génétiquement, certaines personnes sont plus orientées vers ce phénomène? Alors, se basant sur mon expérience et sur mes recherches, les troubles de santé mentaux viennent de manière différente, se manifestent de manière différente chez des personnes, dépendant de leur environnement. Parfois, ces troubles peuvent naître de notre famille. Parfois, dans certaines familles, la manière dont nous sommes éduqués conjugue au fait qu'on vive la dépression ou bien d'autres troubles de santé mentale que nous connaissons. Les troubles post-traumatiques, des expériences vécues, peuvent causer des troubles de santé mentaux, mais aussi la manière dont nous sommes perçus par la société. Parfois, quand on se sent incompris, déjà, on est anxieux. Donc, on se sent seul, on s'est seul. Et la solitude, le fait de se recroqueviller sur sa propre personne, contribue au développement de ces
ces graines de dépression au sein de la personne. Voilà. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut vraiment prendre en compte l'environnement d'où on évolue, le pays, disons, la société, la famille, l'école, les personnes que nous fréquentons de manière générale. Parce que souvent, on dit qu'il y a des facteurs internes, bien sûr, mais les facteurs externes sont beaucoup plus impactants sur ces questions-là. Oui, je pense que tu as parfaitement raison aussi. Il faut reconnaître que aussi la santé mentale est un nouveau phénomène. En fait, c'est récente. Bon, depuis quelques années, on a commencé à parler du sujet. Ça c'est devenu un sujet viral. Tout le monde parle de ça. Mais il y a quelques années, c'était l'historicisme, quoi. Ouais. Genre, t'es un homme. Travaille, donne-toi à fond. Exact. Si tu as des problèmes, encaisse et continue, quoi. T'es un homme. T'es pas censé pleurer, t'es pas censé pleurnicher, t'es pas censé te plaindre. T'es un homme. T'es là pour souffrir. C'est avec le temps qu'on s'est rendu compte que les émotions qu'on cumule dans nous-mêmes peuvent aller à un niveau, ils peuvent exploser, imploser. Et créer un dégât mental qui peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé. Ouais. Maintenant, on a vu un petit peu les causes, mais dans la vraie vie, si quelqu'un se sent incompris, se sent marginalisé, maltraité, ou bien se sent carrément distant de la réalité, comment il peut retourner, comment il peut changer la tendance? Est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il y a des organismes agréés qu'on peut appeler, qu'on pourrait en fait se rapprocher? Comment ça se marche, le processus de reconversion? Alors déjà, la première étape, c'est de reconnaître sa situation. Parce que si on ne reconnaît pas notre situation, on ne peut pas trouver de moyen d'en sortir. Beaucoup de personnes sont dépressives et ne le savent tout simplement pas. Et pour ces personnes, c'est compliqué de les aider parce qu'ils vont arriver à un moment où ils seront vraiment au summum de la souffrance. Et là, l'irréparable peut arriver. C'est la raison pour laquelle les personnes qui ont des signes de dépression ou bien de troubles de santé mentale sont conseillées d'en parler à quelqu'un, une personne de confiance qui a la capacité d'écouter activement sans juger. Une personne qui a la capacité de t'écouter sans te dire quoi faire. Parce que parfois, on n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire. On a justement besoin qu'on nous écoute. Tout simplement. We just want to vent. Qu'on nous considère surtout. Exactement. Qu'on nous comprenne. Et là, dans notre société, c'est difficile de trouver une personne de confiance. Surtout une société qui juge souvent. Exactement. Tu as des soucis, tu en parles à un Mandoumbe. 2 jours après, tout le monde est au courant. C'est sur les statuts WhatsApp ou bien sur Facebook dans une anneau. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui de faire confiance aux membres de nos familles. Tu en parles même en étant un homme, on va te dire, mais toi, tu es faible. Ou bien ils vont penser que c'est des caprices. Ou dire, ah non, il est impoli, il n'a pas de souci. Bon, tu dois prier, mon ami. C'est dans ce chose-là, alors que ça n'aide pas, ça enfonce la personne. Du coup, ma suggestion, mon conseil serait de se lever et d'aller voir un professionnel. Les Sénégalais n'ont pas cette culture. Nous le comprenons. C'est une des raisons de l'existence de Wetu. Nous voulons éveiller la conscience des Sénégalais sur les questions de la santé mentale afin de les relier aux professionnels. Nous admettons que les consultations sont chères parfois. Ces professionnels, où est-ce qu'ils sont? Ils sont où exactement? Ils sont à Dakar. Il n'y en a pas beaucoup. Okay. Ils sont à Dakar. Il y en a que tu peux trouver en ligne, à l'hôpital Fan. Il y en a beaucoup. Tu peux même contacter une organisation appelée SOS Sénégal. Ils peuvent te mettre en rapport avec des thérapeutes, des thérapeutes, des psychologues. Et aussi, il y a d'autres organisations. Shift Sénégal, ces organisations font un boulot extraordinaire. Mais c'est juste que la plus grande majorité de la population n'est pas au courant de leur existence. Et aussi, plus important, n'ont pas la culture de venir voir un parfait inconnu et lui parler de ses problèmes. Après, l'autre point ici à souligner, c'est que la santé mentale
les dégâts ne sont pas physiques. Par exemple, quand je m'entraîne à la salle et que je me pète ma jambe, je peux voir que ma jambe est carrément pliée. Exactement. Je viens de briser un organe de mon corps et que c'est visible et que je peux Exact. sentir la douleur. Exact. Mais avec la santé mentale, la douleur est émotionnelle, la douleur est intérieure. Et pour quelqu'un en fait qui a grandi dans une époque, dans les années 70 ou 80, qui ne comprennent pas ce genre de choses, qui ne comprennent pas que nos émotions peuvent nous causer des traumatismes. Pour cette personne, c'est difficile de comprendre que comment tu peux dire que tu souffres alors que tu es bien là devant moi, bien portant. Exactement, so accurate. Tu vois un peu. Donc, en même temps, nous les hommes, on a tendance à mettre un masque. J'ai un livre écrit par Lewis Howes, The Mask of Masculinity, qui détaille en fait que les hommes, souvent, on porte des masques. Du genre, la société attend qu'on soit fort, qu'on soit tellement puissant que rien ne pourra nous briser. Et qu'est-ce qu'on fait? On porte des masques et on essaye de répondre à cette attente que la société a sur nous. On encaisse des défaites, mais on continue d'avancer. On encaisse. Et on va arriver à un moment où soit on a tellement encaissé qu'on veut se débarrasser de notre vie, on veut juste switch the light off and go to the other side. Yep. Maintenant, comment les gens pourront comprendre ça? Comment les gens pourront comprendre que l'émotion, le stress, l'anxiété, la dépression peut causer des dégâts aussi graves que des dégâts physiques, aussi sérieux que des dégâts physiques? Alors ça, le focus devrait être mis sur la sensibilisation. Là, c'est la clé. Aller voir les populations, les expliquer les choses avec leur langage. Pas venir avec ta manière d'expliquer, mais parler leur langage, de façon qu'ils vont comprendre le message que tu essaies de véhiculer. On dit que les Sénégalais sont stubborn, certains, mais si tu leur expliques les choses de manière claire, suivant une logique, ils pourront saisir. C'est un challenge, c'est un travail très compliqué. C'est pourquoi nous lançons d'ailleurs un appel tous les Sénégalais, aux jeunes de rejoindre la plateforme Weto. Parce que 2-3 personnes ne peuvent pas mener une campagne de sensibilisation généralisée partout au Sénégal. Si tu veux aller voir les parents qui sont à Fongolémi pour leur parler de dépression, de santé mentale, là, il faut trouver le bon jargon, les bons mots, les personnes qui parlent la langue, etc., etc. Du coup, il y a beaucoup de moyens à mobiliser. J'ai eu à lire sur un rapport de la santé mentale rédigé par la direction de la santé mentale du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ils ont bien explicité des problèmes, ils ont proposé des solutions, mais des solutions excellentes. Mais en français, quoi. Mais en français, premièrement. Mais la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens. Même à l'hôpital d'Al Health de Thiès, ils ont énormément de soucis. C'est compliqué. Donc, on a combien d'hôpitaux psychiatriques même ici au Sénégal? Il n'y en a pas beaucoup, mon cher. Je ne pense pas. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas une vingtaine, c'est clair. C'est sûr. Il n'y en a pas une vingtaine. Et l'autre chose, c'est que dans nos sociétés, quand tu vas essayer d'éveiller la conscience des gens sur les questions de la santé mentale, ils vont te dire, c'est des esprits, ou bien il a été touché, c'est un toubab, il a été touché mystiquement. Du coup, ils vont aller essayer de trouver d'autres solutions qui pourraient en fait amener plus de soucis. Au lieu de les aider, ça leur créera énormément de problèmes, ce qui fait que les professionnels qui sont là, ils auront aussi des soucis à suivre ces gens. Parce que s'ils étaient venus voir un professionnel dès le début des manifestations, ils auraient plus de chances de les aider. Voilà. Donc c'est pourquoi actuellement il faut une mobilisation de l'État, des jeunes, des associations, pour une sensibilisation massive partout dans les associations, les ASC, les organisations de femmes, utilisant le langage des cibles pour que le message puisse être transmis de manière efficace et efficiente. Non, je compatis vraiment parce que je vois la barrière culturelle, la barrière communicationnelle. Je pense qu'un problème qui n'est pas bien défini, ça va être difficile à régler. Exact. Et je pense que avec cette sensibilisation, les gens pourront accrocher des termes scientifiques, des termes
qui sont éprouvés par rapport à leurs soucis émotionnels. Même dans le cadre de mon boulot en tant qu'ingénieur qualité, sécurité, environnement, j'ai le même souci dans le cadre de la sécurité. Parce que imagine, tu viens dans un projet et que tu vois un vieux qui fait le même travail pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et tu essaies de lui expliquer des mesures sécuritaires à prendre. Tu vois le vieux prendre les échelles sans porter des harnais, faire la peinture en plein ciel, alors qu'il suffit qu'il tombe pour qu'il genre, tu perds sa vie, quoi. Et tu essaies de leur expliquer ça en Wolof, mais tu vois qu'ils ont du mal à comprendre. Exactement. Donc, du coup, on a réussi à créer des termes comme, par exemple, Bay Wakina Morgan Ininañu Bay. Genre, le fait que papa est parti bosser et puis retourner à la maison sain et sauf, c'est mieux qu'on a amené notre papa, il est mort et on doit l'enterrer. C'est des trucs qui ont ramené. Je pense que c'est important d'aborder les messages. Et surtout, les Sénégalais, on se connaît. On a peur de la mort. C'est sûr. Donc, il suffit que parfois tu incorpores dedans quelques termes relatifs à la mort, relatifs à notre... Ils vont comprendre. Ils vont comprendre très vite, quoi. Ou bien tu touches leur salaire ou leur argent, ils vont comprendre très vite. Mais c'est très important ce que tu dis. Maintenant, on a parlé de la définition, on a parlé des différentes causes, on a parlé des axes sur lesquels on doit faire pour échanger, pour essayer de sensibiliser, de vulgariser. Mais aussi, il faut revenir à la réalité. C'est clair. Il y a des gens qui voient la vie en noir. Il y a des gens qui sont pessimistes, qui sont désespérés et qui voient des problèmes partout, dans n'importe quelle chose. C'est sûr. Mais comment, en fait, on peut différencier les deux? Comment on peut différencier quelqu'un qui est un battant, qui se donne à fond et qui est arrivé à un niveau de sa vie où il n'a plus les réponses, il se sent exclu, il se sent marginalisé? Comment différencier cette personne avec quelqu'un qui est flemmard, qui blâme le gouvernement, qui blâme ses parents, ses amis, qui va toute la vie en noir? Comment on peut faire la différence? Alors c'est simple, hein? L'une des personnes est malade, l'autre est un fainéant. En fait, c'est simple. Hein? Il y a des gens qui sont là que pour chercher des problèmes. Leur quotidien, c'est chercher des problèmes. Une personne qui est malade mentalement, quand tu la vois, quand tu discutes avec elle, tu sens automatiquement qu'il y a un souci. Vraiment. Quand tu arrives, bien sûr, à tenir une conversation honnête et sérieuse avec cette dernière, ça te permettra de voir que cette personne est vraiment malade. Mais quand tu parles à un pessimiste, il va te parler que des problèmes. Tout simplement, il essaiera pas de trouver des solutions. Et ça, c'est un problème que nous déplorons dans ce pays. Il y a énormément d'opportunités, même si l'État devrait faire des efforts. Mais il y a beaucoup de solutions qui sont là, qui pourraient naturellement nous permettre d'avancer. Laver des voitures, mais c'est quelque chose qui apporte énormément d'argent. Mais nous, Sénégalais, nous sommes trop complexés. C'est des choses que... c'est des choses qu'on n'aimerait pas toucher. Maintenant, pour revenir à ta question, vraiment... quand tu vois pour différencier une personne qui souffre de troubles de santé mentale, il suffit juste de tenir une conversation honnête avec celle-ci pour le voir. Il suffit juste de regarder le comportement de cette personne pour voir qu'elle n'est pas bien. D'habitude, celles et ceux qui souffrent de dépression ont tendance à rester souvent seuls, de se recroqueviller sur elles-mêmes. Ils ont tendance à parler moins. Quand tu les vois, elles nagent dans une profonde tristesse. Ces personnes-là parlent souvent de suicide. Il y en a, quand ils arrivent à un certain niveau, ils te parlent de suicide. Il y en a qui dorment jamais. Ils te disent tout le temps, je suis insomniaque. Il y en a qui ont des insomnies parce qu'ils boivent du thé et du wonjo durant toute la nuit. Ça se comprend. Mais il y en a vraiment, c'est parce qu'elles ne se sentent pas bien. Mais quand tu regardes au fond, la personne qui est pessimiste souffre de ses émotions. The same as the person who suffers from mental health issues. You're right. Après aussi, je pense que c'est important aux gens, c'est important pour les gens de comprendre que la vie est faite d'incertitudes. Tu vois, parfois, les gens pensent que le chemin doit être tracé, tout doit être clair, la vision est là, je dois passer d'un point A à un point B, alors que c'est pas le cas. La vie est zigzaguée en quelque sorte. Le chemin n'est pas linéaire. Et qu'il y a des gens, quand ils rencontrent des obstacles ou bien des problèmes, ils ont tendance
à sombrer en quelque Ouais, sorte. ouais. Et je pense que c'est important d'avancer malgré nos peurs. Par exemple, tu vois les boxeurs professionnels. C'est pas qu'ils n'ont pas peur, C'est c'est juste clair. qu'ils se sont bien préparés, Mhm. ils ont suivi leur entraînement, ils Ouais. ont un plan de jeu, ils Mhm. viennent prêts à se battre, ils se protègent et après que le meilleur gagne, quoi. Ouais. Je pense que dans la vie aussi, on doit avoir ces mêmes sentiments. On Mhm. fait notre mieux, on se prépare, mais le résultat, c'est pas à nous. C'est Dieu qui décide, en fait. L'essentiel, clair. c'est on doit être accompli et satisfait du fait qu'on a donné notre mieux. Peu importe la Effectivement. chose, le résultat est dans la main de Dieu. C'est Nous, clair. notre récompense doit être dans l'effort, tu vois, dans la galère, dans la persévérance, dans la détermination. Maintenant, est-ce qu'il y a des outils ou des principes qui permettent aux jeunes de différencier la peur, l'incertitude, le courage d'avancer, l'anxiété, la dépression? Je pense que je lisais un article où on parlait que la dépression, c'est plutôt une incertitude par rapport à l'avenir, alors que la dépression, c'est autre chose, Ouais. de la santé mentale. Yep. Mais est-ce qu'il y a des outils pour les jeunes, des gens qui nous écoutent, pour différencier ces termes dans leur vraie vie, du genre, je rencontre un cas pratique qui est là, comment je dois aborder la chose? Alors déjà, quand on est jeune, on doit tout déjà se mettre dans la tête que pour bénéficier des fruits du futur, il faut travailler très dur dans le présent. Et parfois, on se projette trop. Nous sommes trop dans le futur. Ah, quand j'aurai 25 ans, je serai millionnaire. Et on oublie de travailler pour ces millions. Et ça c'est un réel problème. Et je pense que c'est aussi, il y a un aspect culturel. Nous avons des valeurs qui sont extraordinaires, mais je pense qu'il faudrait, je sais pas, créer une campagne de déconstruction de certains beliefs. Parce que il y a ces choses qui nous empêchent d'avancer. La manière dont nous sommes éduqués, parfois, si on n'a pas la chance, on n'a pas des personnes qui nous disent que you gotta go get it, not wait for it. Et la majorité des jeunes n'ont pas cette chance, en fait. Du coup, pour eux, quand ils essayent et que c'est dur, ils laissent tomber. Et après, ils vont dire que moi, je suis dépressif. Ah non, c'est pas comme ça. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, d'abord, ils doivent apprendre à se connaître, à savoir qui ils sont réellement, connaître leur vraie histoire. Je pense que la majorité des jeunes sont perdus. Ils ne savent pas où mettre les pieds. Dès lors que tu te connais, tu connais ton histoire, tu construis ta confiance en soi, automatiquement, tu mets de côté la peur. Et les incertitudes et les doutes se dissipent petit à petit, du moment où tu essaies pas à pas de sortir de ta zone de confort. Et j'ai l'habitude de dire aux jeunes, il faut oser, oser. Pour moi, c'est mon principe en fait. Mon principe fondamental est le fait d'oser, oser. Qu'importe la situation, qu'importe le challenge devant moi, qu'importe la difficulté du moment, des intempéries, je m'en fous. Il faut oser, oser. Et c'est ce qui te permettra de briser ces barrières-là qui t'empêchent d'avancer. C'est pas une chose facile, hein. C'est un mindset qu'il faut build with the time. C'est pas une chose qu'on peut faire du jour au lendemain, mais il faut poser le premier pas. Déjà, te dire que, OK, ça c'est la situation, maintenant je vais mettre en place des stratégies. Par exemple, moi, à un moment donné, je me lâchais un peu, hein. Je me disais que toi là, tu es bête, tu sais rien faire, tes frères, tes amis sont en train d'avancer, toi tu es là, tu stagnes. Mais après, je me suis dit, je vais mettre en place des stratégies. Chaque nuit, je vais faire 4 bilans. Mon bilan professionnel, mon bilan spirituel, mon bilan physique et mon bilan social. Mon bilan professionnel, est-ce que je respecte mes engagements professionnels? Est-ce que le plan de carrière que j'ai tracé, je suis en train d'avancer vers cet idéal que je veux construire demain? Sur le bilan spirituel, est-ce que j'ai respecté mes 5 prières? Belief is important dans notre société. Il faut croire en quelque chose intrinsèquement pour ne pas être facilement ébranlé. Il faut avoir une croyance forte. Fondation solide. C'est très essentiel. Retourner aux roots. Savoir réellement la force de la spiritualité. Construire d'abord cette relation avec Dieu et après passer à l'étape bilan physique. Est-ce que je fais du sport?
tu veux quelque chose, il faut vraiment prendre soin de son corps. Hein? C'est ce qui te permettra de mieux assainir ton esprit et avancer sereinement sur ton projet. Et terminer avec le bilan social. Est-ce que j'appelle mes parents? Est-ce que j'ai de leurs nouvelles? Est-ce que dans ma communauté, j'aide les associations, des activités de cette CETAL, etc., etc. Je pense que si les jeunes mettent dans leur tête le principe d'oser oser et le principe de ces 4 bilans, ils pourront très facilement faire la différence entre le pessimisme et la difficulté de la vie. Je pense que tu as raison, surtout l'aspect rétro-inspection et aussi le fait d'être introspectif, c'est très important. Et l'autre chose aussi, c'est le bonheur. Parfois, les gens pensent que, par exemple, toujours historien, I'm telling you, man. L'année dernière, bon, avant mon anniv, là, je viens de 9 ans, mais l'année dernière, avant mon anniv, j'étais déprimé. Wow. Je te jure, mais pas parce que c'était, tu vois, il y a Mohamed, je pense que c'est Mohamed Salah qui est, pas le jour, c'est un écrivain égyptien qui a écrit un livre sur le bonheur, qui a créé une équation mathématique pour en fait comprendre le bonheur. Ah oui. Et qui dit que le bonheur, c'est la perception qu'on a du moment présent, moins les exigences, les attentes qu'on a sur ce que la vie devrait être. En d'autres termes, à chaque fois qu'on a un problème, ou bien à chaque fois qu'on se sent malheureux, c'est parce qu'on attendait quelque chose. C'est mon anniversaire, je suis ami avec Mohamed, on est les meilleurs amis, il doit me donner un cadeau, il ne m'a pas donné un cadeau, donc je suis malheureux. Ou bien on sort ensemble, tu réponds pas à mes appels, alors qu'on sort ensemble, je suis malheureux. Je fais un boulot, j'ai atteint mes objectifs, on doit me donner une prime, j'ai pas reçu, je suis malheureux. Donc, et c'est ce qui m'arrivait en quelque sorte. Je me dis, parce que quand j'étais petit à l'âge de 7 ans, je me dis, avant l'âge de 29 ans, j'aurais une femme, j'aurais une maison, je serais milliardaire, j'aurais accompli telle et telle chose. Et puis, boum, 29 ans, elle a dit, what the fuck? What's going on? What the hell I've done in my fucking life? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai 29 ans, je vois mon checklist, mais, parce que moi, même sur mon écran, c'est mes objectifs. Je suis un fou, je sais. Je vois mes objectifs, je coche, je dis, mais il me reste beaucoup de choses à cocher. Je suis déprimé. Mais est-ce que je suis suffisant? Est-ce que je ne suis pas un loser? Parce que là, j'ai 29 ans et j'ai rien accompli. Après, je me suis mis à me poser des questions. Il me fallait des réponses. J'ai lu beaucoup de livres sur le bonheur. Mais quand j'ai lu le livre de Mohamed, là, après, ça a simplifié les choses, quoi. Wow. Après, j'ai compris que, putain, you fucking alive and healthy. T'es en vie, t'es en bonne santé, tes parents sont vivants, tes soeurs sont là, la vie se porte à merveille. Pourquoi tu veux te focaliser sur l'avenir alors que le moment présent est là? Exactement. Pourquoi je me mets des attentes, des exigences par rapport à l'avenir alors que le moment présent est là? Je dois être là au moment présent. Je dois être reconnaissant par rapport à ce moment présent. Et depuis lors, ça a changé. Ça a changé tout. C'est vrai que j'ai toujours des objectifs, mais je colle pas une date à mes objectifs. Exact. L'essentiel, c'est que tous les jours, je dois me donner à fond. Et que si j'arrive. Si j'arrive pas, I'm gonna live to see another day. If I have another day, I'm gonna try again. Exactly. Maintenant, c'est important aux jeunes de comprendre ce processus, que c'est un long processus éternel, difficile et pénible, en fait. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as connu un moment de ce genre où tu t'es senti un peu perdu, tu t'es senti comme un loser? Raconte-moi une histoire. Plusieurs fois. Tu sais, moi, j'ai été lauréat du programme d'échange interculturel qu'on appelle le YES Programme. Donc, c'est un programme du gouvernement américain qui permet à des jeunes vivant dans des pays à majorité musulmane de bénéficier d'une bourse d'études d'une année aux États-Unis. Donc, j'ai eu la chance de participer avec Mohamed ici présent. C'était une très belle expérience. Maintenant, au retour, tu sais, quand tu es jeune, tu voyages, tu reviens, tu te prends pour LeBron James. Tu viens, le système éducatif n'est pas pareil, les choses ont changé. Toi, tu as évolué, tu pensais que les choses n'avaient pas évolué au pays, avec que les personnes que tu avais laissées chez toi ont évolué aussi. Du coup, il y a ce reverse culture shock. Et c'était un moment pénible, parce que
je me disais, mais les gens ne me comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Là, c'était un moment difficile, je me sentais incompris. La notion du bonheur que tu viens de mentionner, ça m'a fait réfléchir sur une phrase que je me répétais tout le temps. Je me disais que, like, happiness is the fact of being grateful for what you have currently. Right now. Exactly. C'est ça le bonheur pour moi. Being grateful for what you have. Whatever it may be, just be grateful for it. Man, c'est ce que je pense être le vrai bonheur. Maintenant, cette expérience était pénible parce qu'au lycée, on disait que mais Mohamedoun là, Mohamedoun ça. En cours de mathématiques, j'étais très bien en maths, en PC. Après une année aux États-Unis, je reviens, mon frère, je pouvais pas régler un problème facile. Du coup, c'était pénible. C'était pénible. Je travaillais plus dur que d'habitude. Mais n'empêche, il y avait ce gap. Parce que quand tu rates la classe de seconde, au Sénégal, c'est la base, en S2. Je l'ai raté, j'ai fait première directe. Du coup, c'était pénible. Donc, je me sentais malheureux. Je me disais, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi même tu es parti? Pourquoi tu as laissé tes études, tu es parti? Pourquoi tu as laissé tes objectifs? Tu avais un plan très clair. Mais après, quand je me suis dit, mais attends, Mohamedoun, what do you have that your friends don't have? Like, what experience have you got from the US qui peut t'aider réellement à changer les choses? Et c'est là que les choses ont commencé à changer. C'est là même que j'ai mis en place mon premier projet entrepreneurial. C'était un pépinière. C'était un pépinière scolaire au lycée. Où, voilà, j'arrosais tous les jours avec l'aide de l'association des amis de l'environnement de l'ISFAR, de Bombay. Mais comme tu l'as dit, vraiment, je regardais plus ce que j'avais pas au lieu de me concentrer sur what I really had. C'est ça qu'on dit que la comparaison est le voleur du bonheur. Exactly. C'est tout à fait véridique. Voilà. Après, il y a aussi la notion du génie tourmenté. Parce que tu vois, c'est comme l'affaire de Kanye West. On dit qu'il est tourmenté parce qu'il est un génie. Mais moi, je me dis que si tu es vraiment intelligent, tu dois être en mesure de régler l'équation bonheur, l'équation stabilité mentale. Je pense que parfois les gens associent, en fait, pensent que si tu es intelligent, tu dois être tourmenté forcément. Alors que ça ne doit pas être le cas, en fait. Parfois, à force de compliquer la vie devient compliquée. Il y a une citation qui dit que l'art, c'est la simplification du sophistiqué. Exactly. Et c'est très important de simplifier les choses dans leurs règles les plus basiques pour pouvoir tirer le maximum d'effets, le maximum de résultats. Exactement. Est-ce que dans ta vie, ça s'est arrivé au moment où tu as tellement compliqué la chose que tu t'es perdu, et comment tu as réussi à revenir sur l'essentiel? Ou bien, qu'est-ce que tu fais pour te centrer sur les points essentiels, sur la simplicité? Exactement. Ça, c'est, je pense, avec notre projet Viens, que j'avais mis en place avec Mohamed. Viens veut dire vision innovante de l'éducation nationale du Sénégal. Donc, nous disons on se disait on allait venir avec une vision innovante de l'éducation nationale du Sénégal. Très ambitieux, hein. On se disait que, écoute, on va changer les choses, on va une proposition au ministère. On était en première année ou en classe de terminale, comme ça. Après, on se dit, mais vous là, vous êtes fous. Donc, on se fixe des objectifs extraordinaires. Après, on s'est rendu compte qu'on a organisé 2-3 réunions, rencontré 2-3 personnes. Après, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas réellement, même étant motivé, on n'avait pas les capacités intellectuelles de mener à bien la chose. Donc, c'était difficile, hein, c'était très pénible parce qu'on avait vraiment envie de faire quelque chose. On avait vraiment envie de changer les choses, mais on n'y arrivait pas. Maintenant, le souci se trouvait au fait qu'on devrait arrêter. On ne l'a pas fait. On devrait prendre du recul. Ah oui, je comprends. Donc, ça nous a pris du temps. J'avais postulé pour y aller. On m'a dit, frère, va travailler, va retravailler la chose. Du coup, ça nous a pris du temps avant de nous rendre compte qu'il fallait qu'on prenne du recul et qu'on regarde où se trouvaient nos problèmes et les résoudre d'une manière intelligente et efficiente.
Du coup, ça nous a pris une année et demie, hein, nous en sommes pas, 1 an et demi pour réfléchir sur les choses. On a tellement simplifié le projet maintenant. C'était ça. Mais maintenant, on l'a simplifié. Hein, et ça, c'est avec l'expérience, avec les lectures que nous avons fait, les podcasts que nous avons écoutés, les conseils que nous avons eus des mentors. Moi, j'aime bien trouver des mentors. Non, moi. pareil pour Et moi, là, je peux faire de toi mon mentor. Hein, non, c'est toi mon mentor. Du moment où je suis le petit talibé. Ah là, le très petit talibé est là, ton bouquinec en plus. Vraiment, donc le fait d'apprendre vraiment des autres personnes, de participer à d'autres projets, de voir comment ils avancent, comment ils organisent les choses, nous a permis de dissiper un peu ce sentiment de useless. Hein. Ça a dissipé un peu et ça s'est transformé en une autre forme de motivation qui nous drive. Et là, on a vraiment trouvé notre why and how to run the project smoothly to get to our final goal. Non, la simplicité est de l'art. Ça, mon cher, non, je te jure, il n'y a pas mieux que ça. Simplicité est de l'art. So, attends qu'on là, notre cher prof d'anglais. I can see that you speak English very fluently and you're pretty good at it. So, tell me. Oh, no. Comment l'anglais a changé le cours de ta vie? Wow. Alors, moi, très petit, hein, j'adorais l'anglais. Depuis la classe de 6e, j'étais amoureux de l'anglais, en fait. Mais non, je te jure, j'en faisais trop. Je peux sentir la passion. Je me rappelle de la récitation que notre prof nous avait donnée en classe de 6e. Je ne l'ai pas oublié. Je l'avais appris par cœur. J'avais 20 ce jour-là. J'étais trop content. Maintenant, après cette expérience, j'ai rejoint les clubs d'anglais. J'avais le courage. Moi, voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais moi, j'ai pas peur de faire des erreurs. J'ai juste peur de faire l'erreur, de ne pas en faire assez. Je prends tout le temps des risques. Du coup, dès la classe de 5e, je faisais la ronde des classes pour donner des informations. Je m'en foutais du gologopou de rouge. Non, mais je faisais mes erreurs, je m'en foutais, j'avançais. Et là, I was building my confidence. Surtout, ouais. I was building the confidence. Et avec le temps, ça a avancé jusqu'en classe de 3e. J'ai participé au concours IES dont je te parlais. J'ai été sélectionné. J'ai pu aller aux États-Unis. Et là, je me suis rendu compte d'une autre réalité. Je pensais que j'étais bon. Non, je te dis, mon gars. Je te disais, non, moi, je fais partie des 15 sélectionnés au Sénégal. Du coup, je suis tranquille, mais mon gars. Et Allah. Non, c'était compliqué. Mais c'est ce courage qui m'a drivé, m'accompagnait là-bas aussi. Et je suis sorti de ma zone de confort, j'ai discuté au champ, on rigolait de mon accent. Moi, je m'en foutais, je suis là pour apprendre. Et là, je construisais ma relation avec l'anglais. Je consolidais cette relation jusqu'à ce que je rentre au pays. Et là, l'amour est toujours là. Donc la flamme est toujours là. On le sent toujours. Du coup, même si j'étais en S, j'étais dans le club d'anglais. Donc j'aidais ceux qui avaient des soucis, on organisait des sessions. J'aime bien discuter avec les profs d'anglais. Voilà, on échange tout le temps avec les amis du YES Programme aussi. Du coup, après l'obtention du bac, même à l'université, je me suis dit, écoute, pourquoi pas donner des cours d'anglais comme un petit business, tu sais, à l'université, parfois c'est compliqué. Du coup, j'ai trouvé 2, 3, 4, 5 personnes. On s'est fait quelques cours avec l'aide d'une amie, Roketu. Coucou Roketu. Donc, big up à Roketu. Du coup, on a fait quelques cours. Ça s'était bien passé, mais la peur était toujours là. Je me dis, Mohamed, t'es pas formé pour enseigner, hein, toi, tu parles du anglais, t'es pas un prof. Maintenant, après, ça a continué jusqu'en 3e année, fin 3e année, après la période de dépression. Donc, juste après, c'est Beta qui m'a vraiment aidé à me relever après cette période. Juste en mars 2021, je pense, si je ne m'abuse. Là, je me suis dit, OK, Mohamedoun, toi, tu aimes bien sortir, tu aimes bien faire des choses. Avec Covid, tu peux pas sortir. Du coup, trouve un moyen vraiment d'impacter ta communauté sans sortir de ta chambre. Du coup, je me suis dit, OK, Mohamedoun, qu'est-ce que tu as actuellement qui pourrait te permettre d'aider les gens sans sortir de ta chambre? J'ai regardé autour de moi, j'ai vu un iPhone 6. Je me dis, écoute, un iPhone 6. J'ai mon petit frère Lamine qui est là. Il peut faire les vidéos vite fait. Je me suis dit, OK, je vais juste faire des vidéos
où je vais enseigner l'anglais en utilisant le Wolof. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait une vidéo, j'ai mis sur Twitter. Ça a j'ai fait 2 vidéos, 3 vidéos. Les gens adoraient. Je me suis dit, Japan, ça va Let's go. Yes, just do it. So, like, we kept on, like, making vids. And les gens adoraient. Il y a des gens qui m'envoyaient des messages. En fait, moi, j'étais overwhelmed. Moi, j'étais jamais, qu'est-ce qui se passe? Du coup, les gens me disaient, mais toi, tu expliques bien. Quand les gens, ils comprennent facilement. Et quand tu utilises le Wolof, la transition dans la tête est plus simple. Au lieu de réfléchir en Wolof, traduire en français, après en anglais, là, tu fais directement des shifts from English to Wolof. Et après, moi, j'ai pris conscience que, mais en fait, ça, c'est quelque chose que je pourrais développer. Du coup, j'ai pris du temps en parler avec des gens autour de moi, demander des conseils par-ci, par-là. Je savais même pas comment écrire properly le Wolof. Je savais pas. Sur Twitter, ils me disaient, mais toi, là, c'est pas comme ça qu'on écrit le Wolof. Il faut corriger tout le temps. Et ça m'a poussé à aller, apprendre un peu. Maintenant, c'est à travers ces vidéos-là que, beaucoup de personnes ont commencé à me suivre. Notamment Gordian Baham. Oui, je connais Gore. C'est une personne. He's a good person. En fait, pour Beta, c'est lui qui m'a vraiment donné un genre de courage. Vraiment. Il m'a appelé un jour pour me dire, mec, toi, tu sais enseigner et tu le fais bien. Tu peux pas voir ton potentiel, même si tu en es conscient, mais de l'extérieur, pour quelqu'un qui enseigne, I know you got it. So go for it. Mais j'avais toujours mes doutes, j'avais toujours peur. Je me disais, Mohamed, ne rentre pas dans ça. Mais après, je me suis dit, bon, Mohamed, prépare-toi. Et après, essaye de donner des cours à 2-3 personnes. J'ai proposé des prix, voilà. On a commencé, mais ça s'était très bien passé. J'ai même travaillé avec quelqu'un qui n'avait jamais fait les bancs. Et le gars, il lit mieux que beaucoup de personnes que je connais à l'univers actuellement. Il a jamais fait les bancs. Mais lui, il aime bien le rap, bien sûr. Ouais. Mais c'est un gars intelligent, il s'appelle Bamba. Il comprenait facilement, il lisait bien, il avançait sereinement. J'ai vu qu'il avançait day by day. Du coup, je me suis dit, Mohamed, il faut affiner la stratégie. Là, ça marche. Du coup, j'ai commencé à accélérer, à agrandir les choses. Et j'ai créé Beta, Best English Training Academy. Et nous en avons fait notre petit bébé, notre institut en ligne, ayant formé plus de 150 personnes depuis l'année passée. Doing very good. On travaille avec des professionnels, des étudiants, des personnes qui n'ont jamais fait les bancs pour les aider avec leur business, les baol. Ils ont juste besoin de business English. On les aide avec ça. Du coup, c'est ainsi que ça a grandi. Ça arrivait à un moment où je ne pouvais plus donner de cours parce qu'il y a tellement de personnes qui venaient. On s'est dit, on va élargir l'équipe. Du coup, je me suis dit, je vais prendre que des jeunes qui ont une méthode d'enseignement différente de la méthode, des méthodes que nous avons l'habitude de voir à l'école. Parce qu'on nous donne des choses sans nous donner l'opportunité de parler. Beta, you gotta speak. I mean, like, make your mistakes. I don't care. You don't care. Sois, parle. Donc, c'est ça. Hein? Et vraiment, là, nous sommes une équipe de 5 personnes. On travaille remotely. Il y en a qui sont en Allemagne, qui travaillent avec nous ici à Dakar, à Thiès. Et l'anglais, pour dire, ça m'a permis d'avoir mon première entreprise, hein, si je peux le dire ainsi. Ça, c'est une chose. Autre chose, à travers ces vidéos, un recruteur a vu une de mes vidéos. Une amie à moi lui a montré ça, il a regardé. C'était intéressant pour lui. Et il m'a envoyé un message. Il m'a dit, hey, how are you? Hope you're doing good. Est-ce que tu es intéressé pour enseigner? I was like, enseigner? Enseigner où? He was like, dans un business school. Je me dis, mon ami, non, là, ça part trop loin, là. Là, ça part trop loin. Mais après des entretiens, on s'est rendu compte qu'il y avait a position dans l'entreprise qui pourrait me fit my profile. That's a good thing, yeah. Et ils ont regardé que je parlais anglais, je le parlais bien, je l'écris bien, etc., etc. Et j'ai commencé mon expérience professionnelle. Et là, ça va bientôt faire 1 année. Et tout ça, thanks to those small videos I started a year or 2 ago. Never take anything for granted. Never. Never. On peut commencer de rien et construire un empire. Non, je te jure. Je pense que tu as parfaitement raison tout à l'heure. En effet. L'anglais est essentiel. English is paramount
Moi, en fait, j'ai eu la chance de l'apprendre quand j'étais en Égypte. Quand j'étais en Égypte, j'avais, je pense, 17 ans. Et je dis tout le temps aux jeunes que c'était le meilleur investissement de ma vie, en fait. Parce que toutes les opportunités de travail que j'ai obtenues à travers les années, c'est grâce à l'anglais. C'est clair. Parce qu'on se dise la vérité, c'est bien, moi je parle Wolof, tu parles Wolof, mais quand on sort du Sénégal, on oublie notre Wolof. C'est clair. Ouais. Donc la langue, moi je vois la langue comme un outil de communication, comme un outil qui te permet de casser les barrières, de t'immiscer dans certains environnements et de te sentir inclus, au lieu de se sentir exclu. Et je dis aux jeunes, apprenez le maximum de langues possible. Moi j'ai eu la chance de voir 4 gens. J'ai commencé par l'école coranique. Ensuite, j'ai fait arabe. Je suis allé en Égypte, même si que maintenant je peux comprendre, mais j'ai du mal à parler arabe. Mais bon, je fais d'efforts pour que ça revienne. Ensuite, le français, ensuite l'anglais. Et toutes ces cultures-là, ça t'apprend certaines choses. Ça t'aide dans la vraie vie. En fait, je peux évoluer dans n'importe quel domaine et je ne vais pas me sentir marginalisé. C'est clair. L'anglais est universel et c'est très important pour les jeunes d'apprendre ça. Maintenant, est-ce que, à part les cours que tu donnes, est-ce qu'il y a des outils pour les débutants, par exemple, des outils? Alors, il y en a beaucoup. Hein. Il y a des applications, il y a Duolingo, il y en a beaucoup que les jeunes peuvent utiliser. J'aime bien Duolingo. Duolingo, it's very efficient. Tu peux l'utiliser pour te familiariser avec les choses. Il y a les podcasts que tu peux écouter. Pour mes jeunes frères et sœurs qui écoutent, allez rejoindre les clubs d'anglais. Il n'y a pas plus efficace. Là, tu apprends, c'est décontracté, pas de pression, tu t'amuses. Et je pense que c'est plus même efficace. Hein? Tu apprends et tu build des relationships. C'est très important. Autre chose, c'est d'aller sur YouTube. Il n'y a pas meilleur outil que YouTube. Là-bas, tu trouves tout ce dont tu as besoin. Tout. Il faut juste être discipliné et consistent. Mais comme on dit, hein, without consistency, you will never finish. Si tu n'es pas constant dans ce que tu fais, tu ne pourras jamais avancer. Du coup, ce sont les outils, hein, moi, que je suggère à mes jeunes frères et sœurs. Aller sur YouTube, écouter des podcasts, des conversations. Vos dictionnaires là que vous négligez, il faut regarder, apprendre 2-3 mots par jour, un verbe irrégulier par jour, et tu avances petit à petit. C'est un bon début. Comme tu l'as dit, l'anglais est essentiel. Si tu ne le parles pas, mieux vaut rester chez toi. Hein. Et les étrangers vont venir chez toi et vont t'imposer leur langue. Et c'est ce qui est en train de se passer au Sénégal. Pour trouver un boulot, si tu ne parles pas anglais, tu es éliminé d'office. Si tu ne parles pas anglais, surtout certains postes managériaux, certains postes de cadre, c'est obligatoire. C'est essentiel. Il faut parler anglais pour travailler avec les organisateurs internationaux, les développeurs, les informaticiens. Il faut parler anglais. Sinon, tu vas te restreindre. Hein? Pourquoi profiter d'un marché de moins d'1 milliard alors qu'il y a un marché énorme qui est là, que tu peux attaquer. Donc, l'anglais c'est la réalité aussi. J'aurais aimé que notre Sénégal, on parle tous Wolof et que le système éducatif est basé sur le Wolof, mais ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle on approprie notre Wolof, mais en même temps, on s'ouvre par rapport aux autres cultures. Et aussi, ça crée parfois un choc culturel parce que je travaille avec les Chinois. Un jour, j'ai donné un cadeau à un ami chinois. Comme cadeau, j'ai donné une motte. Alors que les Chinois, c'est choc, like cultural shock, my guy. Alors que chez eux, le temps, en fait, ça signifie la mort. La mort? La mort. Donc, quand tu donnes quelqu'un une motte comme cadeau, c'est comme si tu lui dis que la fin est proche. Wow. Après, bon, c'est des choses avec le temps tu comprends en fait, mais c'était grave. Le mec il était fâché. What the fuck? Why are you giving me this watch? Wow. Même aussi en Égypte aussi, j'ai donné j'ai eu tellement de chocs culturels. Wow. Mais ça te forge. Hein. J'ai donné en arabe. Tu vois, les arabes, les sandales ou bien les chaussures sont considérées comme une insulte. Ah oui? C'est la raison pour laquelle tu as vu la vidéo de George Washington Bush quand le gars l'a jeté une chaussure quand il était en Irak. Oui. En fait, chez eux, c'est le signe d'affront.
il n'y a pas un signe d'affront pire que de jeter une chaussure à quelqu'un. Ça veut dire que t'es rien. Ça veut dire que même ma chaussure là est mieux que toi. Parce qu'au moins je marche sur la terre. Wow. Tu vois, avec cette chaussure. Donc moi je comprenais pas. Je donne ça au gars, le gars me dit, c'était mon prof d'anglais quand j'étais en Égypte dans l'ambassade américaine. Il me dit, je vais t'apprendre une leçon aujourd'hui. Viens mon cher. Viens mon cher. Ne donne jamais un cadeau de chaussures en arabe parce que c'est un signe d'affront. C'est un signe de manque de respect. Pour vous dire que la langue, non seulement c'est une barrière, mais en même temps, ça vous permet de vous ouvrir aux différents chocs culturels, quoi. Comme ici au Sénégal, quand on dit on ne donne pas un parfum à ton aimant ou à ton aimante. Peut-être que c'est pas fondé, mais c'est la réalité. Exactement. Est-ce que tu as connu un choc culturel? Oui. J'ai envie de comprendre. Explique-moi. J'ai envie d'entendre ça. Bien sûr. Parce que moi, j'en ai en pagaille. Mais beaucoup. Déjà au lycée, back in Cleveland. T'étais à Cleveland, J'étais Ohio. À Cleveland, yeah, Cleveland Heights. Je comprends maintenant pourquoi tu parles de LeBron. Ouais. Il vous a donné un championship. Makes sense, bien sûr. Culture shock, ils te disent, mais toi, en fait, à l'époque, j'avais quelques soucis ici au neck. On me dit, mais toi, qu'est-ce que tu as ici? On m'a dit que là-bas, vous montez sur des lions pour aller à la boutique. Moi, je lui dis, bah, écoute-moi, quand je pars voir ma petite amie, je prends mon guépard. Je pars tranquille gérer ça. Ou des gens qui viennent te dire, bah, écoute-toi, j'ai entendu qu'en Afrique, vous vivez au niveau des arbres, en fait. Au niveau des arbres. J'ai eu des histoires pareilles comme ça. Bien. Est-ce que l'Afrique est un pays? Facilement. Est-ce que l'Afrique est un pays? I was like, come on. Qu'est-ce que vous racontez? Du coup, après, tu te rends compte que it's not better, it's not worse, it's just different. À un moment donné, c'est pas mieux, c'est pas pire, c'est juste différent. Ils sont pas aussi éduqués. Exactement. Du coup, toi, tu les aides à briser ces stéréotypes. Même des reverse culture shock, même au retour au Sénégal, hein, tu vois qu'il y a un peu d'ordure chez toi, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Les gens vont dire, mais Yamal, il y a aussi que tu dis que Mac. Tu me parles de ça. Donc voilà. Donc cross-cultural exchanges, je pense que l'anglais permet aux gens de les briser, mais surtout de les permettre de s'ouvrir au monde. Comme tu l'as dit, ça permet de briser les barrières de langue, mais aussi les barrières culturelles. Culturelles, surtout. Voilà. Moi, j'ai eu tellement d'histoires comme ça. Je me rappelle bien, un jour, je marchais dans les rues de Caire et qu'il y a une petite fille qui est venue avec son père. Mais elle est venue, en fait, elle a touché ma peau parce qu'elle pensait que j'ai mis une peinture. Wow. Elle pensait pas que j'étais une personne noire. Et moi, je lui ai dit, bon, regarde, hein, je suis une personne noire. Elle dit, t'as mis une peinture? Je dis, non, j'ai pas mis de peinture, je suis comme ça. Après, j'essaie de l'expliquer. Après, elle a dit, il y a des gens qui sont vraiment noirs. Non, mais en fait, ça m'a forgé. Il y a rien que quelqu'un puisse faire qui peut me déranger. Non, je te jure. Je te jure, tu deviens versatile à un moment donné. Vraiment. Je deviens zen, quoi. Mais c'est bien de sortir, c'est bien de s'ouvrir. C'est très bien. C'est ce que je dis à mes amis. Même si vous pouvez partir en Gambie, tout simplement, allez en Gambie. Sortez de chez vous pour aller découvrir les autres cultures. Les jeunes de Dakar qui sont jamais sortis de Dakar, sortez. Allez à Bombay. Get out of your comfort zone. Exactly. Go discover what's going on out there. Juste 2 questions avant qu'on boucle parce que it's been lots of pleasure and fun having you here, my guy. Oh, pleasure. So, est-ce que toi, principe quel que tu peux donner aux jeunes qui peuvent changer leur vie? Toi, principe universel. Imagine, tu as vécu 120 ans, tu as réalisé tous tes rêves, tu as réalisé tous tes objectifs et que tu veux léguer un héritage composé de toi, principe quel est à tes enfants, à ta famille, aux personnes qui t'aiment. Quels sont les principes quels que tu vas donner? L'éducation, la première chose. Okay. Comme le dit Joseph Kizerbo à la page 63 de son ouvrage intitulé « Éduquer ou périr », l'éducation est le logiciel de l'ordinateur qui programme l'avenir des sociétés. Sans éducation, tu ne peux pas avancer. Sans éducation, tu ne peux pas avoir de knowledge, tu ne peux pas avoir de know-how, de savoir-faire, te permettant de manœuvrer autour des projets que tu peux avoir dans la vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la discipline.
La discipline, pour moi, c'est la constance dans l'action et la conscience dans l'inaction. Donc, c'est le fait de se tracer une feuille de route et la suivre à la lettre. Et ça, c'est très difficile, mais il faut s'entraîner. Ça se fait petit à petit, pas à pas. Donc, c'est d'une graine de sable qu'est né le désert. Du coup, pas besoin de vouloir faire l'impossible. Et la troisième chose, c'est la constance. L'éducation, la discipline et la constance. Qu'importe ton niveau d'éducation, qu'importe ton niveau d'engagement, qu'importe ta richesse, your wealth, si tu n'es pas discipliné dans ce que tu fais, tu ne pourras pas avancer. Si tu n'es pas éduqué, tu ne pourras pas léguer un héritage qui pourra être inscrit sur la mémoire des temps et des espaces. Donc, on ne se rappellera pas de la personne riche, mais de la personne mal éduquée. Donc, quand je parle d'éducation, je parle d'instruction et d'éducation comme nous la connaissons. La troisième chose, c'est la constance. Il faut être constant, même dans la prière, mon cher. Yes. Si tu pries aujourd'hui et demain tu pries pas, tu pourras pas continuer en fait. Tu vas rester sans rien faire et tu vas rien sentir en fait. C'est la même chose dans l'éducation, c'est la même chose dans tes relations, dans tes projets. Si tu n'es pas constant, tu ne peux pas avancer. So those are the three things que je voudrais léguer à la nouvelle génération, les personnes qui regarderont ces vidéos en 2095. Éducation, discipline et constance. You'll achieve all of your goals. You guys are taking notes. J'espère que vous prenez notes, c'est très important. Et dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Quelle influence? Déjà, j'aimerais bien inspirer tous les jeunes au Sénégal, partout en Afrique, leur faire découvrir leur plein potentiel, leur montrer que quand tu t'y mets et que tu y crois, tout peut changer. L'histoire de Beta est un exemple, il y a beaucoup d'autres exemples. Donc ici, le principe de base, c'est la prise d'initiative. C'est mon mindset d'oser. Hein? Oser. Moi, j'y crois dans toute chose. Oser. Du coup, donc c'est ce mindset que je veux faire germer dans ma communauté. Inviter les jeunes à se ressourcer, à retourner, à faire une rétrospection, apprendre leur histoire, connaître réellement qui ils sont. Et pour moi, c'est des valeurs essentielles dans le monde où nous sommes actuellement. Si tu n'es pas enraciné dans tes valeurs et tes principes de base, tu ne peux pas avancer sereinement. Tu seras facilement ébranlable. Donc, pour moi, il est essentiel de léguer aux jeunes de ma génération et des générations à venir ces valeurs qui les permettraient de pouvoir go through the storm and get to successful. It's been a pleasure, my guy. It's been an honor, man, having you here. En tout cas, merci beaucoup. Je te suis. J'apprécie tout ce que tu fais. Le Cercle d'Influence Podcast, c'est ton cercle. Si on peut aider dans l'avenir, n'hésite pas. On est là à inspirer avant d'expirer. Et nous te félicitons sur tout ce que tu fais, que ce soit la formation en anglais, que ce soit avec la plateforme Oueto, que du meilleur pour le reste. Merci beaucoup. Pour les gens qui nous écoutent, comment ils pourront entrer en contact avec toi, te contacter? Alors, il est très simple. Moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter. Et aussi, voilà, donc sur Instagram, avec Mohamedoun, vous pouvez entrer en contact avec moi. Et juste une phrase que je voudrais laisser avant de donner la parole. Les jeunes, il faut oser turn your obstacles into opportunities and your problems into possibilities. Transformez vos obstacles en opportunités et vos problèmes en possibilités d'avancer et de mieux faire tous les jours. C'est très important. En tout cas, je vais mettre toutes ces références, les pages LinkedIn, Instagram dans les show notes. Très bien. Pour que les gens puissent vous contacter directement. Très bien, avec plaisir. Be the change that you would love to see in this world. And this guy is the manifestation of that fucking quote. So, live your life, inspire to aspire before we expire. Do your best, keep believing, keep pushing. C'est Habib Sall avec Mohamedoun. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out!